Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur votre plateau Entretien Brut. Entretien Brut, votre plateau, vous le savez, où nous faisons le décryptage de l'actualité nationale, régionale, voire internationale. Et je suis accompagnée de mon chroniqueur. Il s'agit de Monsieur Moussa Oulé Traoré, journaliste correspondant de Média Guinée. Et aujourd'hui aussi, je suis accompagnée d'un collègue, d'un confrère. Il s'agit de M. Bouraïma Solo. Il est journaliste, blogueur. Bouraïma, bonjour. Bonjour Fatimata Maïga. Bienvenue sur le plateau de Mandé TV. Merci pour l'invitation et je salue mon collègue Moussa Ouli Traoré, si je ne connais pas son nom de famille. Et vous, Mandé TV, tous les téléspectateurs de Mandé TV, et merci encore une fois de plus. Merci, merci bien. Moussa, écoute, vous n'êtes plus à présenter, hein, vous êtes toujours là, mon acolyte. Ça va bonjour, alors? Oui, bonjour Fadima. Oui. Bonjour à la diaspora dans son ensemble comme d'habitude. Et un bonjour particulier en Côte d'Ivoire à l'endroit des jeunes promoteurs, le PDG de CAM BTP, donc qui évolue dans la construction et qui est en train d'émerveiller actuellement. Donc je salue tous les travailleurs de CAM BTP. Donc il s'agit du PDG Ali Camara, donc qui est en train de voler du côté de la Côte d'Ivoire. D'accord. Du côté de la Côte d'Ivoire, on va faire aussi un coucou à notre confrère qui est là-bas, qui est en train de fouler le sol ivoirien. Il s'agit de Idrissa Keïta. Voilà, au Mali, c'est bien, il est temps quand même de nous ramener ces dossiers de la Côte d'Ivoire qui sont croustillants et qu'on va pouvoir en parler ici, et surtout le dossier de la CAN. Et moi, je vais faire un petit coucou ou un gros coucou à Madame Diakité Oumou Doumbia. Voilà, elle est enseignante du côté de Kalabankoro, voilà, dans la commune 5. Je la fais ce coucou parce que c'est elle qui m'a offert ce magnifique collier africain. Voilà, très joli. Madame Diakité, un coucou pour ma fille. Voilà, c'est une fille que j'ai de ce côté-là. Alors, chers collègues, on a vu les dossiers, on a vu ce qui se passe dans l'actualité nationale. On a vu ce communiqué venant du CNT, une décision de suspension de certains membres du CNT. Exactement, comme vous l'avez dit, on a appris cette nouvelle. Et ce n'est pas une surprise quand on voit l'évolution de la situation politique sécuritaire du pays, surtout avec nos frères des groupes armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Et depuis quelque temps, comme vous le savez, l'accord est en train de voler en éclats, ce que nous ne souhaitions pas ici au Mali, mais c'est la force des choses. Et aujourd'hui, si cette situation se répercute sur l'une des institutions plus en vue de la transition, qui est le Conseil national de la transition, qui est l'organe législatif de cette transition. Et aujourd'hui, c'est quand même dommage qu'on assiste à cette situation dans cette institution-là. Mais comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Si on voit des membres qui prennent quand même de l'argent du contribuable, du pauvre contribuable malien, et qui ne viennent pas, qui n'assistent pas à aucune des sessions, qui ne sont pas d'ailleurs nombreuses dans cette institution, n'assistent pas, ne participent pas. Donc il est quand même du droit, du ressort du président de cette institution de prendre ses responsabilités. Et c'est ce qu'il a fait. Il a suspendu 6 membres proposés par les groupes armés aujourd'hui réunis au sein du CSP, cadre permanent, cadre stratégique permanent, qui a ouvertement déclaré la guerre à l'État malien. Et depuis lors, on a assisté à des attaques multiples sur les positions de nos forces de défense et de sécurité qui se battent pour l'unicité du Mali, qui se battent pour le contrôle et pour que les services sociaux de base
retournent dans certaines contrées de notre pays. Et aujourd'hui, si ces gens ne viennent pas assister à aux travaux de cette institution, comme je le disais tantôt, c'est le devoir pour le président de les suspendre. Mais quand même, vous savez, avant d'arriver à cette suspension, le CNT, dans son règlement intérieur, il y a 3 niveaux pour les sanctions. D'abord, il y a l'avertissement et vous aurez peut-être, on n'a pas vu ou on ne nous a pas dit, mais peut-être avant d'arriver à cette situation, le président aurait peut-être prévenu ou averti de cette situation. Et si après l'avertissement, les personnes ne se mettent pas en cause, ne se remettent pas en cause, il y a la suspension. Et après, le dernier recours, c'est l'exclusion pure et simple de ces personnes-là du CNT. On ne souhaite pas, parce que c'est pour 30 jours. On imagine qu'avant ces 30 jours de délai, qu'ils puissent recouvrer en quelque sorte la raison et revenir dans le camp de la paix. D'accord, merci beaucoup. Vu que les hostilités, je me retourne vers vous, Moussa, les hostilités sont, on va dire, parties de plus belle avec ça. Est-ce que vous pensez que ces membres qui ont été suspendus pour juste 1 mois vont vraiment revenir? Est-ce qu'on ne va pas s'attendre à très prochainement leur radiation, on dira même, de la liste des membres du CNT? Oui, vous savez, cette fois-ci, quand même, je soutiens cette mesure qui moralise un peu cette institution, mais comme on n'en sait pas trop dans cette décision, dans cette sanction, mais la raison qui a été évoquée souvent, c'est que j'ai compris, c'est souvent quand on programme les réunions, souvent ils ne sont pas là, donc peut-être comme mon confrère vient de le dire, ils ont été avertis à plusieurs reprises avant la sanction, donc c'est une sanction juste 1 mois, donc c'est une sanction correctionnelle, mais il y a quand même un fait qui est un secret de polichinelle, c'est l'armée reconstituée. On a vu la fois passée l'armée reconstituée et les gens qui sont intégrés à partir de la CEMA et tout ça là. Et on aurait appris qu'il y a certains auraient démissionné de l'armée régulière pour aller rejoindre la CEMA pour combattre l'armée malienne. Donc tout ça là c'est... Démissionné ou déserté? J'ai dit aurait, c'est pourquoi j'ai mis le verbe conditionnel, pour peut-être parce que j'ai pas l'information réelle, mais je sais que on m'a dit, selon mes sources et qui sont formelles, qu'il y a eu des gens qui auraient démissionné ou déserté. Bon, c'est la même chose. Donc pour aller rejoindre, parce que quand même ils ont quitté dans l'armée régulière, l'armée républicaine, pour aller rejoindre les rebelles pour combattre contre le Mali. Donc cela veut dire que si on a suspendu, peut-être le gouvernement a ses renseignements, ils ont dû soupçonner quelque chose de leur part, parce que c'est un manque de volonté pour ne pas participer à des réunions stratégiques pour essayer d'instaurer l'intégrité territoriale du Mali. Je ne sais pas trop, mais je dirais que c'est une sanction quand même que tout le Mali salue d'abord, parce que ça ne serait pas une sanction pour sanctionner, mais c'est une sanction correctionnelle, donc pour essayer quand même de les faire revenir à la raison. S'ils ont accepté de travailler pour le Mali, ils doivent accepter de contribuer pour combattre contre les mouvements rebelles qui sont au nord du Mali, pour que enfin le Mali puisse recouvrer maintenant son intégrité territoriale. Mais comment vous pouvez interpréter cela en disant qu'ils acceptent pour travailler pour le Mali? Pourtant, on sait très bien qu'ils revendiquent un autre État ou une autre entité au niveau du nord du Mali qu'ils appellent l'Azawad. Oui, et c'est pourquoi j'ai mis toujours l'accord d'Alger en jeu. Donc vous-même, vous connaissez ma position par rapport à cet accord qui a été élaboré, conçu au dos des Maliens, donc par des pseudo-intellectuels qui n'ont ni foi ni aide. Bon, ni foi, peut-être, ni la qualité pour... Oui, c'est le ministre actuel des Affaires étrangères qui est quand même le père de cette... Non, il est venu trouver l'accord d'Alger. Il est venu trouver l'accord d'Alger. Il est artisan. Les Maliens ont toujours... Les Maliens, oui, peut-être il a dû faire des... Vous savez, souvent... Quand on n'a pas une position stratégique pour pouvoir contester certaines décisions de l'État,
souvent on est obligé de se soumettre à l'évidence. Mais maintenant, là, le ministre ne peut pas nous dire que cet accord Alger fait l'unanimité au Mali. Même toi-même, tu n'es pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce qu'il y a des irrégularités maintenant au sein de cet accord. Donc, pour dire que moi, j'ai été toujours contre l'accord. Mais parce qu'on sait que nous sommes avec des personnes et on a vu les sorties des présidents. Et c'est des gens qui aiment l'argent et qui veulent un État fédéral. Et le Mali ne sera jamais un État fédéral. Nous voulons que le Mali soit le Mali depuis l'indépendance, tel que le Mali a été proclamé à l'indépendance le 29 septembre 1960, et que ce Mali, la République du Mali, l'État unitaire. Donc, c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas fédérer notre pays. Donc, s'ils acceptent de travailler avec le gouvernement, qu'ils acceptent que Kidal, qu'ils reconnaissent que Kidal fait partie du Mali et la part, et puis à part entière. Ce n'est pas la moitié, mais à part entière. Mais on ne peut pas être payé par le Mali et que maintenant vous faites aussi d'autres actions subsidiaires aussi de l'autre côté et vous travaillez avec maintenant certaines mains noires. Non, on ne peut pas accepter cela. Et le peuple malien a compris que si vous voyez qu'il y a une adhésion totale de la part du peuple maintenant pour soutenir cette armée, c'est pour recouvrir l'intégrité territoriale du Mali. Et mais une fois qu'on voit une politicienne là-dessus et que les militaires aussi nous verront droit comme le mont Kilimanjaro. Merci beaucoup. Oui, effectivement, hein, même on peut revenir aussi à d'autres choses parce que vous le savez quand même que on a parlé des reprises des hostilités. La suspension des membres des groupes armés au niveau de CNT, certains membres, hein, pas tous, certains membres de groupes armés au niveau de CNT, c'est pas la première. Peut-être vous vous souvenez sans nul doute que au niveau de CSA, le comité de suivi de l'accord aussi, le président Assimi Goïta a dû prendre des mesures pour suspendre les indemnités et tout, suite à leur désistement unilatéral de cet organe-là de contrôle de la mise en œuvre de l'accord de paix. Et il y a tout récemment aussi, il n'y a pas longtemps, ils ont arrêté aussi de payer les indemnités et autres là, des personnes, les groupes armés, les représentants des groupes armés qui étaient dans le commissariat de réforme au secteur de la sécurité. Donc vous voyez qu'il y a une multitude, une succession de faits qui nous amènent à nous dire que attention, si on ne prend pas garde, on va droit à des choses irréversibles. Ces choses-là sont quoi? C'est aujourd'hui, comme il a dit, nous les Maliens, on soutient notre armée pour recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays. Mais à quel prix? Parce qu'il ne faut pas quand même aussi sous-estimer, parce que moi je suis dans la posture qu'il ne faut pas sous-estimer aussi l'adversaire. Parce que si aujourd'hui, malgré l'acquisition de tous les moyens que nous avons, et ces groupuscules, on peut appeler ainsi, parce que NITT, leur affluence, enfin, sinon, leur alliance avec des groupes armés comme le GENIM, ou surtout le GENIM qui est aussi, dont les membres, les dirigeants sont membres aussi, enfin, famille, sont de la même famille que nos amis des groupes armés. Il y a beaucoup de liens. Même Yad Agali n'est pas ennemi de Agintala, Al-Gabas. Donc, quand vous voyez tout ça, il y a quand même des liens. Et aujourd'hui, c'est pourquoi l'armée n'a jamais, quand DIRPA communique, DIRPA n'a jamais communiqué les attaques de sa position par les groupes armés comme étant attaques faites par les groupes armés. L'armée dit tous des attaques terroristes. Parce que ils sont... Aujourd'hui, on n'arrive pas à distinguer qui est membre de groupes armés et qui est vraiment des GENIM, des groupes de soutien à l'islam et aux musulmans. Donc c'est très compliqué. Mais aujourd'hui, les questions dont on parle, l'accord est mauvais ou pas, s'il n'y a pas l'accord, c'est la guerre qu'il y a. Et c'est ça qu'on veut éviter en fait. Le Mali, on le sait, on peut avoir quelque chose, si on peut avoir quelque chose dans les négociations, il faut peut-être aller dans les négociations. Mais c'est vrai, nos amis, nos frères de groupes armés ont toujours montré des muscles. Parce que, comme vous l'avez dit, même ATT a reconnu que, quand même, que l'État verse beaucoup d'argent à ces gens pour construire le Nord, et ce qui n'arrive jamais aux populations civiles qui ne verront jamais les infrastructures pour lesquelles l'argent est débloqué depuis Bamako ici. Donc, et quand on les voit ici dans des quartiers UP de Bamako, on se demande
où on se dit quand même que l'argent est ici à Bamako. Ce n'est pas sorti de porte de Bamako. La question que moi j'ai vraiment envie de vous poser, est-ce qu'on va continuer dans cet état de fait? Non, moi on va continuer parce qu'on a l'impression que tout le temps la stratégie qui revient, parce que vous l'avez souligné tout de suite, c'est depuis du temps de ATT, c'est que bien avant même, à chaque fois il y a des accords qui reviennent et puis après les hostilités reviennent et tout. Mais est-ce qu'on va continuer incessamment dans cet état de fait? Moi, il a parlé de l'État fédéral. Il a dit qu'il est contre l'État fédéral. Moi, je veux oui, c'est leur objectif général. Moi, parce que quand on dit État, parce qu'au Mali ici, on explique les choses très mal. Et dès le départ, les gens qui expliquent mettent leurs convictions devant l'objectivité. C'est ça le danger en fait des faits. Quand on est commis de l'État, quand on est serviteur de l'État, quand on explique souvent, il ne faut pas mettre sa conviction personnelle pour expliquer les choses. Sinon, le fédéralisme, c'est le Nigeria. Le fédéralisme, c'est la France. En quelque sorte, le fédéralisme, c'est l'Allemagne. Le fédéralisme, ce sont les États-Unis. Moi, je ne vois pas de problème dans ce sens. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, ça va être dans la définition même du fédéralisme que nous, Maliens, donc, si donc, on aura... donc vous croyez que si la solution... La proclamation de Kidal est un État fédéral, vous cautionnez cela? Non. Quand on parle de Mali fédéral, il ne s'agit pas seulement de Kidal. Non, attention, il s'agit de Kidal. Et ils ne veulent pas le fédéralisme, ils veulent l'indépendance. Non, attention, à défaut, vous savez, c'est une demande. Non, ils n'ont même pas dit... Nous sommes là, nous sommes tous intellectuels, nous comprenons, nous savons lire entre les lignes. Maintenant, le problème c'est quoi? On est en train de demander au gros. On est en train de demander au gros. Le gros, c'est quoi? C'est de demander l'indépendance. Donc, à défaut de l'indépendance, on va dire que, OK, il n'y a pas de problème. Donc, allons-y à un État fédéral. C'est-à-dire, on programme tout comme un État. Non. Attention, on dit non. Mais ça, c'est votre conviction. C'est même pas sa conviction, c'est sa lecture. Voilà, c'est votre lecture des choses. J'ai vu et j'ai lu le communiqué où la SEMA, maintenant, tutoie le Mali, en disant que l'État malien maintenant est la SEMA. Cela veut dire quoi? La SEMA est devenue un autre État à part maintenant l'État malien. Dans ce cas, ce n'est plus l'histoire de fédéralisme. Exactement, ça c'est l'indépendance. L'indépendance, c'est de demander trop. Exactement. Moi, ce que je dis, si vous m'écoutiez, si vous me laissez aller jusqu'au bout de mes idées, vous allez me comprendre. Parce que ce que moi je dis aujourd'hui... Nous, on ne veut pas entendre parler de l'individualisme. Non. Ce n'est pas qu'on ne veut pas entendre parler. Parce que le Mali, c'est ça en fait le problème des Maliens. Moi, chaque fois, c'est ça que je dis. Chacun pense qu'il est plus important dans ces pays que l'autre. Sortons de ça. Soyons ouverts au débat. C'est dans les discussions que jaillit la lumière, on l'a dit. Donc, écoutons les uns et les autres, les avis des uns et des autres. C'est parce que le Mali, jusqu'à preuve de contraire, qu'Assimi Sot nous dise que le Mali n'est pas un État démocratique, on est dans la démocratie. Et qui dit de la démocratie, il parle de la majorité. Et tout récemment, on a fait le 11 juin, le 18 juin, on a voté le référendum. On a dit que c'est la majorité qui a voté et que la Constitution est adoptée. Si on est dans ce sens-là, pourquoi on ne peut pas soumettre? Parce qu'aujourd'hui, vous parlez, vous voyez seulement Kidal, uniquement Kidal. Et aujourd'hui, qui vous dit que Gao ne veut pas être autogéré? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Bamako, l'emprise de Bamako sur les régions est tellement grande que toutes les décisions minimes qu'elles soient, viennent de Bamako. Qui vous dit aujourd'hui que Gao ne veut pas prendre certaines décisions au niveau de Gao? Jusque-là, elle ne l'a pas manifesté. Voilà. Non, parce que c'est pas... Il y a un proverbe qui dit, c'est pas la vache qui... comment le cri de la vache, mais c'est pas la vache qui réclame l'eau, seule qui boit l'eau. Les autres aussi voudront avoir l'eau. Parce que ce n'est pas une vache qui se dirige vers un point d'eau que les autres ne voudront pas boire l'eau. Aujourd'hui, nous tous, on condamne les gars de la SEMA parce qu'ils ont pris les armes contre leur État central. C'est ça que nous déplorons. Vous voulez un débat au niveau de l'Assemblée nationale? Non, pourquoi pas? Aujourd'hui, pourquoi on n'a pas parlé? On n'a pas. Vous savez, ne parlez pas. Ne parlez pas de la France ou de l'Occident maintenant dans cette affaire du Mali. Le jour où la France proclamait son indépendance, on savait qu'il y avait.
attention, ce que vous dites là, non, vous êtes en train de faire d'abord une analyse intellectuelle qui, d'abord, je ne sais pas comment comment qualifier cela. Vous êtes trop vraiment dans la passion. Non, pas dans la passion. Moi, je voudrais que notre pays a été proclamé. L'État du Mali n'a jamais été un État fédéral, même par le passé. N'a jamais été un État fédéral. Attention, même par le passé. Vous savez, il faut qu'on gère le pays selon l'histoire. La France a été toujours gérée. Nous savons qu'il y avait des Bretons. Il y a des Bretons en France. Nous savions qu'il y avait des Monégasques aussi de l'autre côté, où il y a le royaume. Nous, on a notre royauté. Quand les Blancs sont venus, on connaît l'histoire. On a divisé, on a falsifié notre histoire. C'est ce qui a fait qu'on a proclamé un État. Le Mali, l'État c'est unitaire. On l'a très bien compris. Le fédéralisme, je voudrais plutôt renforcer la décentralisation que d'entendre parler de... C'est la décentralisation poussée. Non, la décentralisation est divisée. La décentralisation est différente du fédéralisme. Moussa, on l'a très bien compris. Merci beaucoup. Solo, vous allez développer, s'il vous plaît. Voilà, ce que je disais. Lui, vraiment... qu'on sorte de cette passion-là du débat. Aujourd'hui, le Mali unitaire, depuis 1960, vous parlez de Mali unitaire. Qu'est-ce que le Mali unitaire a apporté au Mali, aux Maliens? Si ce n'est pas la corruption, si ce n'est pas la gabegie financière, si ce n'est pas le vol des deniers publics ici à Bamako, tout est concentré à Bamako. Moi qui viens de Bandiangara, hier vous m'avez appelé, je vous ai dit quoi? Je viens de Bandiangara. Moi qui viens de Bandiangara, je vous parle de cette... C'est une région. Bandiangara, c'est une nouvelle région. Mais il faut aller à Mopti pour savoir qu'aujourd'hui, si l'électricité coupe, l'hôpital régional qui est Somene Dolo n'a pas d'électricité. Et les patients qui y sont, c'est toute une région. Par exemple, Somene Dolo, aujourd'hui, Bandiangara, c'est une nouvelle région. Douanza, c'est une nouvelle région, mais Sevare continue toujours de gérer parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux régionaux, comment dirais-je, niveau régional à Gao, enfin à Bandiangara ou à Douanza. La nouvelle région. Voilà, non pas ça. Donc c'est toujours Sevare qui reçoit s'il y a des cas de complications. Et ces cas de complications, il n'y a pas de groupe d'électrogène, il n'y a pas de tout. Tout vient de Bamako. Même pour que Mopti marche pendant la biennale, vous n'avez pas vu les images. Les groupes électrogènes sont partis de Bamako. Donc, depuis 1960, tout est concentré à Bamako. Aujourd'hui, le problème du Mali, c'est Bamako. Et pour ne pas continuer, après nous, vous et moi, après notre partenaire, nous sommes passagers. Après nous, qu'on continue, que nos enfants, nos petits-enfants continuent de vivre la même situation de Kidal, moi, je suis pour qu'on ait des débats sur comment on peut développer ces pays-là. Comment? S'il faut passer par l'autonomisation des régions, pourquoi pas? S'il faut passer par le fédéralisme, pourquoi pas? Toujours est-il qu'il y ait un État unitaire, un État central, où le ministère de la Défense, le ministère de l'économie ou le ministère de la Sécurité soit centré au niveau capital et les autres gèrent leur ministère. D'accord, merci beaucoup. On va rester toujours au CNT, pas histoire de vous couper la parole, mais il faudrait qu'on avance dans nos différents dossiers. Au sein du CMT aussi, on a entendu la nouvelle concernant l'honorable Mamadou Diarasouba, un cadre influent du RPM qui a déposé sa démission pour se rendre totalement disponible pour la justice. Votre lecture? Exactement. Moi, je salue cette décision courageuse de la part de Mamadou Diarasouba, qui est l'ancien questeur de la législature, de la 5e législature, je crois, ou la 6e passée, la 5e sous Issaka Sidibé, dont le président est aujourd'hui écroué sous les verrous. Sur les verrous, et parce qu'il y a 3 personnalités citées dans cette affaire de corruption au niveau ou de malversations financières au niveau de l'Assemblée nationale, et Mamadou Diarasouba, son nom est cité en tant que questeur. Donc si aujourd'hui, membre du Conseil national de transition, il ne pouvait pas être poursuivi sans l'accord de l'institution parce qu'il jouit de l'immunité parlementaire, et si lui-même décide, parce qu'on a vu le cas d'Issa Kaoudjim, le CNT était obligé de se réunir pour demander sa libération après son acte de radiation a été signé. Mais lui-même a décidé en âme et conscience pour démissionner
pour être disponible pour sa justice, je trouve que la décision a été courageuse. D'accord. Moussa, votre avis par rapport à ça? Oui, vous savez, il y a un adage Bamana qui dit que la querelle interne des boucs est mieux que le loup ne pénètre pour les partager. Vous savez, Yarasuba, où les cadres du RPM sont en train de récolter ce qu'ils ont semé au temps d'IBK, parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur la politique du président IBK d'alors, et à son âme, et jusqu'à ce que ces querelles internes, il y a eu des infiltrations, il y a eu des manifestations, et IBK a été renversé. Donc, si Yarasuba savait que le renversement d'IBK allait le conduire aussi, lui, maintenant, allait lui créer des ennuis, donc il n'allait pas venir se mêler à ça, parce qu'il y avait des problèmes de poste, tout ça là, je vais être président, tout ça là. Non, s'il démissionne, c'est bien. Ce n'est pas que lui seulement. Et depuis le début de cette transition ou de cette affaire de justice, on ne voit que les cadres du RPM et d'autres cadres, maintenant des anciens dignitaires, comme on peut le dire ainsi, donc du régime de fait pour se présenter à la justice, et c'est pour leur rendre compte. Et ce n'est pas que seulement, même ceux qui sont au pouvoir actuellement, après le départ d'Assimi, celui qui viendra, et nous aussi, on va demander des comptes à ceux qui ont géré pendant la transition. Donc le Mali sera un état de droit. Ce ne sera plus maintenant un état où c'est une vache à lait qui peut allaiter tout le monde. Mais maintenant, là, l'argent du Mali sera pour les Maliens. D'accord, ok, c'est très bien. Alors, on va avancer sur notre prochain dossier, chers collègues, si vous le voulez bien. Il s'agit du dossier de la sortie de la ministre, en fait. La ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, sa sortie qui a fait et qui fait toujours grand bruit concernant le dossier de l'EDM. L'EDM qui est un gros dossier, voilà, les citoyens aujourd'hui sont à la limite asphyxiés, si je peux même m'avancer là-dessus. Ouais. Solo. Oui, comme vous l'avez dit, depuis quelques mois, les Maliens, pour ne pas dire les gens, les citadins, ceux qui sont dans les grandes villes, parce que ceux qui sont dans les petits villages et autres là ne connaissent pas le luxe d'avoir de l'électricité. Tel est le cas de mon village, mais ceux qui sont dans les grandes villes, même à Bandiagara, parce qu'on m'a dit, à Bandiagara, qui est une région, nouvelle région dont je parle, fait souvent 5 jours sans électricité. Personne ne voit la couleur de l'électricité. Donc c'est vraiment grave. Et les Maliens vivent de ça depuis quelques mois. Et aujourd'hui, s'il y a sur un point que les Maliens ne sont pas vraiment contents de cette transition, c'est vraiment sur ce dossier de l'EDM. Et pour tout bousiller, j'allais dire, la ministre en charge de ces dossiers sort pour nous endormir. Et avant ça, nous, on a vu, un vidéoman a dit la même chose, exactement la même chose que la ministre. Et c'est ça que je trouve que c'est dommage. Si vous saviez que votre ministre allait être interviewé ou allait se prononcer sur le dossier, parce que le vidéoman en question qui a parlé sur ce cas, sur ce dossier, savait peut-être n'avait pas les infos. On lui a filé les infos au niveau du ministère. Parce que le vidéoman en question ne travaille pas au niveau du ministère, ne travaille pas au niveau de l'EDM. Qui lui a donné les infos, que le ministre a fait une visite inopinée dans certaines centrales. Donc, si vous voyez ce que le ministère, vous comparez ce que la ministre a dit et que ce que le vidéoman a dit, c'est la même chose. Donc, les Maliens se sont sentis un peu comme des entendus. Mais ce qui est grave, c'est que au moment où le vidéoman est sorti pour parler de cette situation et que les agents de l'EDM s'est préparés, même se sont prononcés, je crois, pour porter plainte contre le vidéoman, la ministre sort pour enfoncer le clou. C'est quand même grave. Une chef de département qui sort, qui reconnaît son incapacité notoire, parce qu'il a parlé des vols notoires et tout, mais elle aussi, elle a montré son incapacité notoire pour gérer ces départements. Sinon, comment dire que des citernes quittent Balenké, entre Balenké et Bamako, les citernes disparaissent. En 4 jours, elle a parlé, je crois, 59 citernes qui disparaissent. C'est comme des cacahuètes, en fait. Donc, c'est grave, c'est gravissime. On a changé le nouveau DG il n'y a même pas un bon mois.
Et aujourd'hui, on nous parle, on nous sort de tout ça. Et selon ce que nous avons entendu, peut-être elle aurait demandé une réunion après sa sortie. Les agents de l'EDM se sont fâchés et personne ne s'est pointé du nez là-bas. Donc tout ça, quand on voit tout ça, c'est vraiment... la ministre n'a pas été coachée sur le plan communicationnel. On l'a laissé aller à la boucherie des médias. Parce que, ou bien, elle ne s'attendait pas à ces questions-là. Parce que souvent, leur thème aussi va dans le sens du poil. Mais cette fois-ci, on a vu notre confrère Yaya Kouni bien dans sa peau de journaliste et poser des questions pertinentes, comme d'habitude d'ailleurs. Mais cette fois-ci, les questions ont satisfait les Maliens qui se sont trouvés dans les questions. Parce que tous les Maliens, toutes les Maliennes se posaient les mêmes questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ce mutisme du département? Pourquoi ce mutisme de l'énergie? Si l'EDEM communique, c'est pour annoncer travaux par-ci, coupures par-là. Mais jamais les régions. Donc, aujourd'hui, elle sort et nous parle de vols. Imaginez 800 fournisseurs. Sur 800 fournisseurs, 2 fournisseurs ont surfacturé à hauteur de 19 milliards. Et on nous parle aujourd'hui de dire que l'EDEM doit 600 milliards à ses fournisseurs. Où va ces pays? Donc, la ministre a totalement raté sa sortie. Elle montre qu'elle ne gère rien. Et certains Maliens se disent même qu'il n'y a pas de travail dans certains départements. Et son département fait partie, je crois, des départements qui sont désœuvrés. D'accord. Moussa? Oui, Fadima, bienvenue dans un Mali où Sundiata remet toujours sa tête à partir de l'au-delà. Mais je m'en vais d'abord vous parler de 3 grandes valeurs de nos ancêtres, les Maliens, bien avant l'arrivée des Blancs. Ne pas mentir, ne pas trahir, ne pas voler. Et ce sont ces 3 grandes valeurs de nos ancêtres. Mais Dieu merci, aujourd'hui, ces valeurs-là sont foulées au sol. Et bienvenue dans un pays où il y a l'injustice. Celui qui est juste n'est pas juste. Cette sortie de Madame la ministre du Courant, je vais dire comme ça. La ministre des Mines. Oui, la ministre du Courant, parce que c'est l'aspiration, la grande aspiration du peuple actuellement. Vous savez, mon confrère a tout dit. Dans une telle déclaration, vous savez, le Mali est géré actuellement la communication. Non seulement, aujourd'hui, on se rend compte qu'à la présidence, il n'y a pas de bureau de la presse. Ça n'existe pas. Éclipsé par les blogueurs. Vidéoman. Oui, les vidéomans. Ok, les vidéastes. C'est ça. Ok. Maintenant, la DURPA est éclipsée par les mêmes vidéomans. Et aussi, même les décisions stratégiques du Mali sont maintenant, on voit d'abord dans les mains où on écoute aussi avec les vidéomans avant que le journal officiel du pays. Et bienvenue dans cet état. On a transformé le Malikoura maintenant en un pays de vidéomans. Ok, on est d'accord. Maintenant, s'agissant de la sortie de Madame la ministre, où certains considèrent comme une sortie, vraiment, elle a eu le courage. Mais contrairement à moi, que je vois des brèches par-ci et par-là, par rapport à ces déclarations. Je prends les mots. Madame la ministre nous déclare que les 7 milliards que le président a volontairement offert à l'EDM, d'aller acheter les moteurs, les 25 groupes électrogènes, et dans le contrat, c'était d'aller acheter en Turquie, selon Madame la ministre, selon sa déclaration. Mais à cause de tremblement de terre, on s'est retrouvé au Nigeria. Pas de problème. Mais sauf si que c'est maintenant que elle parle, c'est-à-dire après ce dégât, Recambolox, que Madame, parce qu'on sait qu'on ne peut plus garder, c'est un secret de polichinelle pour les Maliens. Mais et pourtant, ce débat était un secret de polichinelle. C'était dans les couloirs, c'était dans les tuyaux. Et tous les journalistes savent réellement que les groupes électrogènes, parmi les 25 groupes électrogènes,
13 ont été brûlés. Oui. Mais Madame la ministre, et ça a laissé, Madame la ministre n'a pas levé un seul doigt pour réclamer et pour dire la vérité aux Maliens que ce groupe électrogène que vous avez tant, parce qu'elle fut la première à nous promettre le courant d'ici la fin du mois, de 30 du mois de septembre. Et on est à 2 mois aujourd'hui, maintenant ça ne fait qu'aggraver. C'est-à-dire, quand elle a parlé, ça s'aggrave. Moi, c'est pourquoi j'aurais aimé qu'elle s'était, parce que quand elle parle, ça s'aggrave. Donc c'est pour dire que, pourquoi elle est sortie maintenant? Pourquoi la ministre est sortie maintenant? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Maintenant, les coupures, parce que l'argument qu'elle tient ne tient pas la route. Puisque si vous prenez sa sortie, sa première sortie, sa première promesse, que tout le Mali, les Maliens seront satisfaits maintenant à partir du 30 septembre. Comme cette promesse-là n'a pas eu lieu, il faut qu'elle trouve encore d'autres astuces pour nous endormir encore. Et pourtant, nous, on a la tête sur les épaules. Nous ne sommes pas allés à l'école pour accompagner les autres. Nous sommes allés à l'école pour réfléchir. Donc maintenant, la citerne. Et puis, elle s'hasarde de dire aussi que les chauffeurs, qu'on a arrêté les chauffeurs, et non les commanditaires. Mais les chauffeurs là ne sont que des travailleurs qui sont payés presque à 100 000 francs ou à 50 000 francs. Et puisque dans un tel combat, quand les éléphants se battent, et ce sont les fourmis qui périssent. Donc maintenant, les chauffeurs sont en train de croupir, peut-être on va les arrêter, mais c'est que c'est-à-dire les propriétaires de ces citernes, ou les décideurs encore d'aller fournir le carburant d'un point A à un point B, ne sont jamais cités et ne sont jamais arrêtés. Maintenant, d'autres choses, dans le discours de Madame la ministre, dans son discours raté, où elle parle des travailleurs de l'EDM, qui sont à peu près dans les quartiers, où maintenant les voisins viennent avec les climatiseurs, je ne sais quoi, ou les congélateurs, les frigos un peu partout. Oui, on est d'accord avec ça. Mais sauf si que nous sommes dans un régime militaire, pourquoi elle a omis les camps militaires? Wallahi. Les camps militaires, on sait que cette pratique-là est... Tous les Maliens savent que ce sont dans les camps où les pratiques-là sont fréquentes là-bas. Donc la ministre n'a pas parlé parce que ce sont les militaires qui sont au pouvoir. Mais on est obligé de dire les travailleurs de l'EDM qui ne dépassent même pas 3000 personnes. Et on dit que les coupures, c'est-à-dire les coupures de l'électricité maintenant du Mali est due à cette consommation de la part de ces travailleurs qui sont là-bas, qui ne dépassent pas 2000 personnes, d'une population de plus de 25 millions d'habitants. Madame la ministre nous dit encore autre chose. Maintenant, j'en viens. Toujours ce que Madame la ministre nous a dit. Par rapport à cela, l'argent. Mais comment est-ce que un directeur qui sait qu'il y a cette coupure au Mali, tu es nommé directeur et tu travailles à l'EDM, et tu sais que le vol de ces carburants maintenant peut faire de toute sorte que le moteur ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas, le directeur n'est pas bête pour voler maintenant jusqu'à de tels milliards, maintenant en un lapsus de temps. Mais ils ont toujours des collaborateurs à la présidence, soit à son département. Le département de ministère de l'énergie. Ouais. Obligatoirement. Pourquoi elle a dénoncé l'EDM? Pourquoi elle n'a pas dénoncé ces cadres véreux qui sont dans son département et qui sont en combine avec l'EDM pour voler l'État du Mali? C'est ça la réalité. Donc elle nous cache réellement le vrai problème de l'énergie du Mali. Il faut que la ministre sorte pour nous dire le vrai problème. Et le vrai problème, c'est quoi? Parce qu'on sait que le déficit énergétique au Mali actuellement est lié à la demande qui est supérieure par rapport au mégawatt maintenant qui est disponible pour le Mali. Et pour ce faire, ils sont allés signer des contrats nucléaires que je ne sais quoi, maintenant à partir de la Russie, mais qu'un contrat qu'on ne verra jamais le jour pendant plus de siècles. Mais au lieu de nous proposer un problème maintenant très urgent pour pouvoir gérer ce problème-là, parce qu'on a l'eau, on a le soleil et on a toutes ces choses-là pour pouvoir donner le courant aux Maliens. Donc il faut que Madame la ministre sorte pour nous dire que le vrai problème du Mali,
ce n'est pas lié au vol parce que le vol là a eu lieu depuis 92. On est en train de parler le vol là. Et le vol là a eu lieu. Et tous ces ministres là qui se sont succédés, ils ont su qu'on est en train de voler. Et l'État malien, même le président a dénoncé à des multiples reprises qu'il y a eu des vols. Et ces vols là n'ont jamais arrêté les coupures. Il n'y avait pas eu de coupure interruption du courant électrique au Mali jusqu'à sa législature. Donc, il faut que la ministre nous sorte d'autres arguments. Ouais. Sinon, cet argument-là est foiré. Donc, ce n'est pas un argument. Merci Moussa. Merci Moussa. Vraiment, ça a été un gros plaidoyer de votre part. Par contre, selon moi, je reviens vers vous. Est-ce que vous êtes d'avis aussi par rapport à pas mal de citoyens qui disent que la ministre, on a posé la question sur ces vols-là et elle a annoncé qu'ils seront sanctionnés. Mais est-ce que ce n'était pas un peu léger? Il fallait dire carrément des sanctions assez fermes. Les radier, les condamner, les incarcérer ou quoi? Oui, exactement. C'est ça où je parlais. Il y a quand même... on a un organe qui doit contrôler les actions du gouvernement. Et cet organe, même transition que nous sommes, existe. Ça, c'est le Conseil national de transition. Et au sein de cette institution, il y a une commission qui est chargée uniquement de veiller ces secteurs-là, de l'énergie, de l'eau, des mines et tout ce qui va avec. Mais au lieu que la ministre nous sorte pour dire ça, qu'est-ce que cette commission attend pour aller voir? Parce que cette coupure-là n'entend pas que seulement les citoyens. Même les institutions aujourd'hui sont soumises à d'achat de groupes électrogènes. Quand vous partez dans certains départements des services publics, vous allez trouver que c'est des groupes qui sont en marche et tout. Donc tout le monde est touché de ça. Donc normalement, les gens, les membres de cette commission devaient d'abord contrôler, parce que les sanctions là devaient venir normalement par le CNT. C'est le CNT qui doit contrôler le ministre, son travail, le département, l'électricité, l'EM et tout, et comme ciblé comme responsable, le premier responsable du département. C'est en ce moment-là, le chef du département vient s'expliquer devant ces membres-là à l'interpellation. Et depuis quand on voit cette coupure-là, depuis combien de mois les Maliens sont en train de subir ces coupures intempestives? Mais où sont ces membres-là? On n'a vu personne. On ne voit même pas les DM, le CNT pour parler de ça. Et alors que même les Maliens, même s'ils savent que le CNT n'a pas de baguette magique pour agir, si on voit à la télévision nationale interpellation du ministre de l'énergie, vous allez trouver que ce jour-là, on aura des courants. Parce que c'est quelque chose qui va être diffusé en direct, retransmis en direct pour les Maliens. Et on saura plus que ce qu'elle a dit devant Yaya Konaté. Donc, la ministre, elle a parlé de sanctions. Ces sanctions-là, si ça vient du ministère-là, c'est seulement de changer des têtes. Si tu étais directeur, on te change, on te met directeur adjoint, le directeur adjoint devient directeur. Si tu étais chef de service, on te met adjoint. C'est seulement ça. Alors qu'on n'en a pas besoin de ça. C'est des vols de milliards du contribuable malien. Aujourd'hui, imaginez, mon confrère il a parlé, Moussa, il a parlé de surconsommation de certains foyers, tels que les agents de l'EDM. Mais pas que. Il a parlé des camps militaires. Il faut aller voir dans certaines maisonnettes. C'est des maisonnettes, hein, petites comme ça. Mais vous allez trouver 5 à 6 congélateurs qui ne forment que des glaces pour revendre ça aux Maliens. Et ces gens-là ne payent un rond d'électricité. Et c'est le contribuable malien qui paye. Moi, si je dois consommer, ma consommation nette, c'est 2000 francs. À cause de ces consommations, je dois payer 5000 francs à l'EDM. L'éclairage public, tout ça, c'est le contribuable qui paye. Donc, aujourd'hui, si le CNT est muet, moi j'en veux vraiment au CNT pour ne pas jouer. Comme on a dit, c'est des bénis oui, parce qu'ils ne savaient pas qu'il allait se trouver dans ces trucs. Ils pensent que s'ils fouinent dans les affaires du gouvernement, on va les trucs. Ils vont sauter. Quoi. Voilà, ils vont sauter. Donc c'est compliqué. Mais c'est le rôle de CNT de taper le poing sur la table pour dire au ministre, voilà, vous volez l'argent du peuple. Et le peuple demande des comptes.
Et ces comptes-là, c'est des radiations jusqu'à condamnation, restitution. Et on a même, je crois que le ministre de la Justice avait parlé de création d'une structure là, qui va gérer, gérer les biens confisqués là, de l'État. Et ça allait servir, parce que vous allez trouver que ces gens-là sont des milliardaires. Et Madame la ministre a reconnu sur le plateau de l'ORTM qu'il y a un réseau mafieux. Et vous l'avez parfaitement dit. Ces réseaux mafieux-là, considérés qui est qui. Tout à fait. Ça remonte jusqu'à quel niveau? Les citoyens quand même auraient voulu... Oui, c'est très facile. Les citoyens quand même auraient voulu que Madame la ministre puisse dire que toutes ces personnes seront traduites devant la justice. Ok, c'est très facile d'accuser devant les médias. Et elle parle de EDM. EDM, ce n'est pas une personne, c'est une personne morale. C'est ça. On connaît, ce n'est pas le nom de personne. On aurait souhaité, on aurait aimé entendre parler de directeur de cabinet, telle personne, c'est là-bas où il y a eu... ou civil des services. Même les achats qu'elle a mentionné. Mais on sait que EDM ne peut pas partir seul pour aller faire des achats. C'est avec des experts au niveau du ministère, au niveau de la présidence, parce que Assimi aussi a des conseillers qui font partie aussi de ce... Vous savez, EDM est un édifice vermouli. C'est un édifice où il y a beaucoup de verres, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui viennent y prendre maintenant leur part, parce que c'est EDM, c'est l'État malien, quand vous êtes à la tête, on ne sait pas, je ne suis pas en train d'accuser Madame la ministre, peut-être, elle a été experte aussi pour aller auditer cette société, mais après cela, elle fut nommée ministre, donc elle connaît tout le contour et tout ce qui se passe aussi au sein de cette société, mais pour le moment, moi je n'accuse pas EDM seul, mais j'accuse seulement tous ceux qui sont, c'est-à-dire tous ceux qui sont liés à ce problème du vol. Comme elle a reconnu qu'il y a un réseau. Mais une chose, la coupure de courant électrique n'est pas liée au vol. Ce n'est pas du tout vrai, parce que le vol a eu lieu il y a longtemps. Depuis autant d'ATT, on disait qu'il y a du vol. Il n'y a aucun département au Mali où il n'y a pas de vol. Donc on est en train de voler le peuple. Jusqu'à présent, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, là, on est en train de voler le peuple. Maintenant, ça n'a pas arrêté aussi d'autres choses. Mais c'est qu'on est en train de voler, parce qu'il faut dire la vérité. Pour un directeur de l'EDM ou je ne sais quoi, maintenant, pour demander, parce que quand on vous demande, c'est comme si un chauffeur, quand on vous demande pour quitter ici et aller à Badjangara, il te faut combien de carburant? Le chauffeur, s'il sait que c'est 5 litres qu'il va t'envoyer, il va dire 10 litres. Maintenant, les 5 autres litres surplus là, la surfacturation là, c'est ça qu'il vole. Parce que le véhicule est obligé d'aller à sa destination. EDM aussi fait la même chose. EDM ne vole jamais le carburant qui doit servir le moteur. EDM vole le surplus et la surfacturation. Merci. Donc la surfacturation là est gérée en haut, à Kouliba et au ministère et à l'EDM. Merci Moussa, on comprend bien la grogne des citoyens qui nous revient, et nous on essaye quand même de porter leur voix, voilà, la voix des sans-voix, si on peut dire ça ici. Alors ce dossier, on va le mettre de côté parce que c'est un dossier qui va être suivi de près, mais vraiment de très près. On a un autre dossier qui est là, il s'agit du départ de la MINUSMA et par rapport au chronogramme qui a été établi, la MINUSMA finalement, surtout leur dernier départ à Tessalit, ils sont partis un petit peu en catimini, en catastrophe, sous le prétexte que c'est pour protéger le personnel. Oui, moi je crois que ce qui se passe au niveau du retrait de la MINUSMA, moi, je ne connais pas vraiment l'environnement sécuritaire dans cette zone, mais je crois que c'est des pressions qui poussent la MINUSMA à se retirer précipitamment. Parce que quand on voit aujourd'hui sur les médias, on annonce l'armée malienne est en train de déployer des colonnes par-ci pour encercler pour se positionner en vue. Voilà, pour se positionner en vue de prendre tel camp. Et dans le même moment, on attend des tirs d'obus qui empêchent des rotations des aéronefs de la MINUSMA. Donc je crois que la MINUSMA est entre l'enclume et le marteau. Si elle ne fait pas ça, si elle reste, peut-être ses matériels seront endommagés par ces tirs-là
des roquettes de la part des forces de mal. Et si elle reste, elle se dit, ah, si je ne sors pas, il y aura affrontement, moi je serai au milieu et je vais être victime collatérale. Donc je crois qu'il y a ça. Et pour ne pas qu'il y ait cette situation, je crois que c'est à l'armée, à l'État malien de sécuriser l'environnement. Quand je dis l'environnement, c'est quoi? C'est de prendre, c'est quand même de faire en sorte que le Mali se montre maître des lieux. Et non, parce qu'on a aujourd'hui des aéronefs qui peuvent survoler n'importe quel territoire malien. Moi, quand j'étais au village, j'ai vu des aéronefs maliens qui survolaient à race morte, qui passaient entre les arbres. Donc nous, au village, on était très fiers d'avoir cette armée parce qu'il y avait des tensions aussi chez nous là-bas entre les villageois et des chasseurs là qui montaient un peu le niveau et tout. Et quand ces aéronefs commençaient à se balader dans notre zone, on a vu que la tension s'est vraiment baissée et tout. Donc, il y a ces situations-là. Si des vols de reconnaissance, des vols de... comment on dit ça, pour faire fuir parce que quand ces gens-là savent qu'il y a des aéronefs qui sont toujours au-dessus de leur tête, ils sont loin. Et si l'armée maintient leur position loin, de sorte que leurs tirs de roquettes n'atteignent pas les camps, je crois que l'aménagement pourrait dire en ce moment qu'on est en sécurité. Du moment où ces aéronefs souvent esquivent des tirs de roquettes pour pouvoir se poser ou pour pouvoir se décoller, c'est un vrai problème. Et moi je ne suis pas en train de donner raison à l'aménagement parce que du moment où il y a un calendrier qui est là, qui a été validé, et ça aussi, ce qu'on appelle, il y a des raisons de terrain, même en journalisme on le dit, c'est le terrain qui commande. Dans le bureau, il y a les chefs là, de Fadima Maïga qui disent ce qu'ils veulent, mais sur le terrain, les journalistes aussi savent comment jongler pour avoir ce qu'ils veulent. Donc il y a ce truc-là qui arrive, sur le terrain, ce sont des militaires qui sont là-bas, c'est eux qui sont en danger. Si peut-être ici dans la bureaucratie, au QG des municipaux, le chef dit non, ne quittez pas, il faut respecter ça, mais si la situation est dangereuse là-bas, les gars vont se retirer. Donc il y a ces situations-là, vraiment c'est l'État malien de sécuriser, je crois, pour que l'aménagement respecte le calendrier. Voilà, là-bas, moi je ne suis pas d'accord à ce qu'il a dit, la dernière phrase qu'il a évoquée par rapport au cas de l'aménagement, en disant que l'aménagement peut-être se pourrait se sentir en danger. Et puis l'aménagement ne s'est jamais senti en danger au Mali parce qu'il n'a pas fait de guerre. Donc pendant plus de 10 ans, mais vous savez quand même que l'aménagement a été protégé par d'abord la force Barkhane, ensuite par les FAMA. Même aujourd'hui, c'est les FAMA qui les protègent. Vous parlez de quelqu'un qui a envoyé peut-être 5 de ses frères au nord du Mali au compte de l'aménagement. Donc j'en connais. Et peut-être mes frères aussi m'ont dit comment opérer l'aménagement. Donc j'ai eu à rencontrer aussi le représentant même du système de Nations Unies. Donc c'est pour vous dire que l'aménagement était une force de maintien, d'interposition. Donc elle n'a aucun souci pour se sentir en danger parce qu'elle ne fait pas la guerre. Donc pour vous dire qu'il y a un autre calendrier, peut-être il y a un autre calendrier de l'aménagement parce qu'on a vu les différentes sorties des différents ministres français. Il y en a qui ont dit on va basculer, on va faire des tentations, des déstabilisations, tout ça là. Donc, et cette décision prématurée aussi pourrait s'expliquer parce que est-ce que le Mali s'est programmé pour une telle date? Est-ce que précipitamment on va aller aussi pour laisser la zone dans les mains des ennemis et tout ça là? Est-ce que le Mali pourra combattre? Le temps pour le Mali de se préparer et revenir encore et de conquérir là-bas. Mais sauf si elle a été surprise par la détermination des Maliens, des forces armées maliennes, les FAMA, donc sur le terrain. C'est pour dire que cette décision prématurée de l'aménagement, moi je vois toujours que c'est un complot pour pouvoir déstabiliser les FAMA. D'accord, merci. On suit toujours tout ça de très près. On a un autre dossier, si on peut appeler ça ainsi, c'est que on a quand même, on voit notamment la loi sur la cybercriminalité qui est en train vraiment de
de plus belle. Il y a des sanctions, il y a des arrestations. Je me permets de vous poser cette question parce que vous êtes journaliste blogueur. Et blogueur veut dire être sur la toile pour ne pas confondre avec les vidéomans et tout ça. Oui. Okay. Allez-y. D'accord, si j'ai la parole, exactement. Je suis aussi le vice-président de l'Association des blogueurs du Mali, ABM. Comme vous l'avez dit, il y a une loi qui a été promulguée depuis le 5 décembre 2019. La loi, son intitulé, c'est la loi numéro 2019-056 portant répression de la cybercriminalité. Donc ça, c'est tout ce qui se passe sur l'espace numérique, que ce soit les envois d'SMS, les vidéos, les insultes sur la toile, les vidéos à caractère pornographique, tout ce qui va sur l'espace, les pirateries, tout ce qu'on connaît comme drame sur l'espace, insultes et tout ça, injures et tout ça. Maintenant, ce qui pose problème, c'est que cette loi est tellement vague que tout est vague. Tout ce qui est à l'intérieur est vague. Quand on parle d'injures, on ne sait pas quel genre d'injures. On n'a pas déterminé les injures. Parce qu'il y a des injures, parce que nous sommes ici au Mali, on a quand même la culture d'injures, c'est inné. Voilà, la culture, il y a des cuisinages à plaisanterie qui nous permet, moi par exemple, de un peu titiller ma cousine Fadima Maïga. Donc il y a ce truc-là, mais si Fadima est puissante et que ma tête ne la plaît pas, si elle est en position de serviteur de l'État, elle peut utiliser cette loi-là parce que ma tête ne lui plaît pas. Donc c'est là où il y a le danger. C'est là où on a crié fort et haut pour dire, pour interpeller, parce que nous, quand il y a eu cette promulgation, on a reçu 2 ministres. D'abord, le ministre Yaya Sangaré qui nous a fait honneur de nous demander audience et nous, on a volontiers accepté, qui est venu nous entretenir sur le contenu de cette loi. Nous, on leur a dit que nous, on n'a pas... que le Mali dispose d'une telle loi, on n'est pas contre. Mais ce qu'on n'a pas apprécié, c'est vraiment du fait que nous, on n'a pas été consultés. Parce que si vous dites sur la loi, il y a tellement de parties, par exemple la partie article 59 qui parle, 54 qui parle des moyens d'éthique. Quand vous faites des publications sur lesquelles vous faites des diffamations ou des insultes par les moyens des TIC. TIC, c'est télécommunications et information. Internet et tout. Voilà, donc tout ça. Donc là, même si vous êtes journaliste, vous faites des posts sur votre page Facebook, vous êtes appréhendé comme un tel, vous êtes jugé en droit commun. C'est-à-dire, le délit de presse ne vous concerne pas. Même si votre article que vous avez écrit dans un journal qui est là, couvert par le délit de presse, mais si vous amenez cet article sur votre page, vous publiez, on peut vous attaquer sur ça. Parce que vous avez utilisé le moyen éthique pour publier, pour toucher. Et aujourd'hui, quel média n'a pas de site, n'a pas de page Facebook, n'a pas de page Twitter? Donc c'est un danger pour les journalistes, un danger pour les citoyens, parce que dans cette loi, il est dit aussi que l'État peut, si pour des raisons d'État, demander aux opérateurs téléphoniques d'écouter, de faire des écoutes, de aussi dénoncer. Si par exemple moi dans mes appels avec Moussa, je dis à Moussa je vais faire ceci, je vais faire cela, si ça va à l'encontre des intérêts du gouvernement, l'opérateur à mon insu doit faire capture de mon vocal pour envoyer à l'État pour que moi je sois appréhendé. Donc ça c'est peut-être dans la lutte contre le terrorisme et tout, on peut dire que c'est bien, c'est parce que l'État est fort et tout ça. Mais l'État aussi, on a une constitution qui garantit aussi la liberté d'expression, qui garantit aussi la liberté d'opinion. Peut-être c'est mon opinion, mais mon opinion ne peut pas être partagée par Fadima. Est-ce que c'est parce que c'est mon opinion qui n'est pas partagée par vous deux que moi je suis en infraction? Donc vous voyez que cette loi est vague. Ça c'est complexe. Voilà, c'est liberticide. Nous ensuite on a appelé maître avocat Konaré,
qui est venu, qui nous a, parce qu'on a soumis le document, il a lu, il a analysé, il est venu, on a fait un panel là-dessus, il était panéliste, il a expliqué aux blogueurs, parce que on a deux associations de blogueurs et communauté de blogueurs, donc les deux associations lui avaient soumis ça, il a expliqué, ce n'est pas seulement dangereux pour les blogueurs, parce que depuis que cette loi a été adoptée, a été promulguée le 5 décembre 2019, aucun blogueur n'a été arrêté sur la base de cette loi. Ce sont tous des citoyens lambda, des journalistes, tels que notre confrère, nos confrères, je ne cite pas leur nom, qui sont aujourd'hui et tout, et des vidéomans qui sont sous le verrou aujourd'hui, qui périssent et qui subissent la fureur de cette loi. Les blogueurs, parce que nous, on a su que, dès lorsqu'on a su ça, on forme nos gars, voilà les limites à ne pas franchir, voilà. Et ça. Mais c'est là où c'est dangereux, c'est vraiment pour la presse. La presse n'a pas, par exemple, il y a une catégorie de presse qu'on a aujourd'hui, la presse en ligne. Et heureusement, ou malheureusement, mais quand même, il y a une loi qui est en train d'être élaborée pour aussi régir cette catégorie de presse. Donc tout cela. Donc aujourd'hui, avec ça, on peut dire qu'on va avoir la définition de où s'arrête la Constitution, parce que normalement, la loi sur la cybercriminalité ne devait pas être au-delà de la Constitution, parce que c'est la Constitution qui doit normalement déterminer tout. Du moment où la Constitution dit la liberté d'expression, il y aura quand même des lois organiques qui doivent expliquer tout ça. La loi sur la cybercriminalité ne devait pas dépasser, parce qu'il y a certains articles, comme je dis ici, articles 74 jusqu'à 78, qui, sur la loi de cybercriminalité, sont en déphasage avec la Constitution. Parce que ça ne protège pas la vie privée, ça ne protège pas la présomption d'innocence, c'est tout ça. Donc, alors que la Constitution reconnaît ces valeurs-là. Donc, il y a vraiment des matières à craindre aujourd'hui sur cette loi. Parce que l'État peut comment on dit ça, peut l'utiliser à n'importe quel moment, sur n'importe quelle personne, exact. Si l'État pense que le régime qui est en place pense que... Parce que l'État, là, on parle de l'État, mais c'est le régime. Si Assimi aujourd'hui pense que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux sont son ennemi, ils peuvent nous couper l'électricité. Alors que, enfin, la connexion, les censures. Et ces censures-là sont contre la liberté d'expression, sont contre le droit à l'information. Donc, alors que ce sont des valeurs protégées par la Constitution. Vous voyez la nuance. Cette nuance-là. Merci beaucoup, Solo. Oui. Assez rapidement, Moussa. Oui, assez rapidement, de la démocratie à la démocrature. Ça, c'est évident. Bien résumé. J'ai vu la sortie du procureur par rapport à cette cybercriminalité. C'est fait à dessein contre nous, les journalistes, qui donnent souvent certaines choses. Ouais. Mais il faut que tout le monde soutienne Assimi Goïta. Tu peux insulter maintenant, même si tu es vidéoman. Ouais. Tu insultes, on a vu des vidéomans qui insultent les gens, qui qualifient des institutions nobles, des terroristes et tout ça là, qui ne sont pas inquiétés. Et puis, tu n'es pas arrêté. Mais si, moi, étant que journaliste, j'ai dit, et puis je vais me retrouver au niveau des MCA. Donc, il n'y a pas de problème. Bienvenue dans le pays de la démocratie à la démocrature. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Moussa. Donc, on est arrivé à la fin de notre entretien brut d'aujourd'hui. Voilà, messieurs, on va se dire, Moussa, à la prochaine. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Solo, merci beaucoup d'avoir été des nôtres sur le plateau de Mandé TV. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci Moussa pour la sagesse. Merci beaucoup. Je rappelle ici que Solo est journaliste, blogueur et correspondant de pas mal de médias. Moussa? Oui, merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs. Merci beaucoup à Koulouba, donc à Assimi. Merci. Merci beaucoup, citoyens d'Afrique. Merci, citoyens du Mali. Ceux qui nous regardent, on les remercie beaucoup. On se dit à la prochaine. Et on dit merci aussi à la régie qui a assuré ce tournage. Donc, téléspectateurs de Mandé TV, allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali.